Bonjour, bienvenue au Labo 4, votre rendez-vous mensuel avec la science. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir des techniques scientifiques utilisées pour analyser, mais aussi étudier notre patrimoine. Bonjour Arnaud. Bonjour Julie. Bonjour à toutes et tous. Alors pour ce sujet, nous sommes, comme à notre bonne habitude, entourés de scientifiques de l'Université de Liège, qui travaillent dans des domaines très différents, mais complémentaires et même surprenants. La preuve, pour le premier reportage, notre journaliste Fanny nous emmène au laboratoire de physique atomique et nucléaire, situé sur le campus du Sartillement. Catherine, bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences du patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, chercheuse en sciences du patrimoine, ça veut dire qu'on étudie les objets du patrimoine par des méthodes d'analyse physico-chimique et, dans mon cas, qui sont toujours non invasives et transportables. C'est ce qu'on fait justement ici ? Alors ici, oui, ça arrive, mais le plus souvent, on est en mission à l'extérieur. Donc le matériel, si vous voulez, c'est un laboratoire mobile. On a un instrument d'examen ou d'analyse par valise. D'accord, oui, c'est ça. Vous transportez tout en valise, en fait. Absolument, oui, c'est ça. ça. Vous allez loin ? Écoutez, là, on revient d'Égypte. Donc je pense que oui, c'est loin. On a eu l'extrême chance de pouvoir étudier la tombe de Toutankhamon et celle de Néfertari. Et ça a été, c'est la première fois que c'est fait avec des techniques non invasives et portables. Non invasive, qu'est-ce que ça veut dire, non invasive ? Ça veut dire qu'il n'y a aucun prélèvement. D'accord. Et il n'y a pas de contact non plus avec l'objet. D'accord. Alors les valisettes, j'imagine que c'est ce qu'on a là, en fait. Voilà, là ici c'est de la spectroscopie Raman, mais alors on a la même chose pour la spectroscopie infrarouge, on a la même chose pour la spectroscopie de fluorescence X, et puis on a d'autres, la microscopie numérique. D'accord, ok. Et spectroscopie, en fait, moi c'est un terme que j'avais jamais entendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait on envoie quelque chose à la matière et la matière nous répond par des spectres. Donc voilà, et en fonction de la forme des spectres, des absorbants, ça dépend de la méthode, bien c'est une méthode d'identification. C'est ça. Ici, dans les objets du patrimoine que vous analysez, qu'est-ce que vous analysez ? Les couleurs, les matériaux ? Oui, les pigments, les liants, les patines, les différents types d'enduits, parce que c'est en plusieurs couches, hein, c'est pas directement sur un mur non apprêté, quoi. D'accord. Et donc du coup, il n'y a pas, j'imagine, que des objets patrimoniaux. Tous ces pigments, on les retrouve notamment dans des œuvres, si je vois ce que monsieur est en train de faire. Oui, c'est ça. En fait, le lien entre toutes les œuvres et les objets qu'on étudie, c'est la matière picturale, c'est des œuvres peintes. Voilà. Et donc, le lien, le fil conducteur, c'est la matérialité. C'est ça. Donc ça veut dire que vous vous rendez aussi dans des musées, ce genre de choses ? Oui. On travaille essentiellement, en fait, on fait des missions dans différents musées et en très grande partie avec les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Et on a étudié notamment toute la collection du musée Magritte, l'entièreté des œuvres qui y sont conservées. En fait, Marcel Duchamp disait, et là, j'ai jamais trouvé mieux, une œuvre d'art, c'est une succession de choix. Eh bien, voilà, c'est ça. Et donc, on essaye de comprendre les successions de choix, de les décortiquer pour comprendre à qui on a affaire. David, donc on disait que vous aviez beaucoup de déplacements à l'étranger, mais vous faites quand même des choses ici, dans ce laboratoire, en fait. Hein. Oui, donc on teste aussi tous nos équipements, puisque les équipements qu'on va amener à l'étranger, qu'on va amener sur site, ils souffrent beaucoup, hein, dans des conditions comme on avait vu en Égypte, il fait chaud, il y a de la poussière, donc on doit à chaque fois pas les réparer, mais en tout cas vérifier qu'ils sont toujours en bon état de fonctionnement, et donc c'est ce qu'on fait notamment ici, et aussi on le fait aussi sur des œuvres qu'on a évidemment en laboratoire. D'accord, c'est quoi cette machine ? Donc ici c'est un microscope un peu spécial, donc c'est un microscope qui permet de faire des imageries en 3 dimensions, et donc d'avoir une image de la surface, mais pas seulement planaire, pas seulement sur un plan, mais avec vraiment toutes les différentes strates, avec vraiment le relief qui va apparaître et faire des mesures justement de différentes épaisseurs, différences de profondeur. Est-ce qu'on va voir les sous-couches ? C'est une carte d'identité ou... Non, donc ici on va vraiment faire une image de la surface, mais le relief de la surface, mais dans certains cas on peut aller voir aussi dans les craquelures.
Et alors à ce moment-là, on peut voir les différentes couches qui sont présentes dans la couche picturale. Donc ça, c'est un intérêt, et c'est ce genre d'instrument-là qui permet ce genre d'imagerie, en tout cas. Très avant-gardiste, du coup. Oui, donc ça fait que quelques années maintenant que c'est mis au point et que ça prend beaucoup de place maintenant dans notre domaine d'analyse du patrimoine. Ce genre d'appareillage est vraiment devenu essentiel. Essentiel et du coup, plein de promesses. Voilà, exactement. Avec nous en plateau, Line Van Wersch et David Strivet. Line, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes archéologue et historienne de l'art et vos recherches s'intéressent particulièrement à l'archéométrie et l'archéologie médiévale et post-médiévale. Vous êtes également directrice du Centre européen d'archéométrie, un centre qui étudie le patrimoine culturel, mobilier et immobilier. C'est ça. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous physicien de formation et vos recherches s'intéressent, comme nous l'avons vu dans le reportage, à l'utilisation des techniques non invasives pour l'étude, la conservation et la restauration d'œuvres patrimoniales. Alors David, on l'a vu dans le reportage, vous avez développé un laboratoire mobile. Qu'est-ce que ces techniques développées ici depuis quelques années vous permettent d'acquérir en plus que ce que vous pouviez déjà faire avant ? On faisait déjà beaucoup de choses auparavant, qu'on continue d'ailleurs à faire avec notre laboratoire fixe, avec les accélérateurs de particules. Mais on s'est très vite aperçu, il y a une vingtaine d'années maintenant, qu'on avait besoin aussi d'aller sur site parce que certains objets, certains monuments ne sont pas transportables évidemment au laboratoire, soit parce qu'ils sont trop grands, soit parce qu'ils sont trop chers, soit parce que c'est interdit de prendre des échantillons. Donc il y a beaucoup de raisons pour développer ce genre d'instrumentation. Et donc, par rapport à ce qu'on avait auparavant, c'est de pouvoir vraiment déplacer le laboratoire vers l'œuvre, vers le site archéologique. Et à ce moment-là, avec toute une étendue d'instrumentation, on va pouvoir faire des imageries dites scientifiques en un minimum de temps, parce que c'est ça aussi un des points cruciaux de ce genre d'équipement, c'est d'aller assez vite, parce qu'on n'a pas accès au temps qu'on veut. On ne peut pas rester des mois en Égypte. On ne peut pas rester des mois aussi au musée. On a un accès limité à l'œuvre, au site archéologique, et donc on doit obtenir, avec ce genre d'instrumentation-là, mobile et non invasive, le maximum d'informations en minimum de temps. Line, est-ce que ces techniques non invasives ont radicalement changé votre manière de formuler des hypothèses et de travailler ? Et autrement dit, est-ce que le pinceau et la truelle d'Indiana Jones ont complètement disparu de l'archéologie ? Alors, Indiana Jones utilise rarement un pinceau et une truelle. Il y va plutôt à l'explosif en général, oui, au fouet. Donc, la façon dont on formule les hypothèses reste fondamentalement en fait la même, puisqu'on part vraiment de questions historiques, archéologiques, en histoire de l'art, et on va essayer de résoudre ces problématiques avec de nouveaux instruments. Des instruments qui nous permettent d'aller plus loin, d'être plus précis, d'être plus efficace. Si on prend le cas, par exemple, d'un site archéologique, maintenant, avant vraiment de passer à l'étape de la fouille qui se fait toujours à la truelle, on va implémenter des méthodes qui sont issues de la géophysique pour faire des prospections archéologiques. Donc on va utiliser des radars sols, des prospections magnétiques, des prospections électriques qui nous permettent de mettre en évidence des anomalies qui peuvent correspondre là à des vestiges archéologiques. Et donc on va pouvoir cibler un peu mieux nos interventions. Sur le site, donc, on continue à fouiller manuellement. En revanche, pour l'enregistrement des données, on va pleinement utiliser la photogrammétrie, la lasergrammétrie, qui nous permettent d'aller plus vite et d'être bien plus précis aussi. Et puis alors, David vous l'a montré, on utilise alors aussi les méthodes d'analyse des matériaux directement in situ et directement dans les phases de terrain. Donc on va plus loin, on est plus précis et on est plus efficace. Évidemment, d'autres techniques sont utilisées pour analyser et étudier ces œuvres du passé. Fanny nous emmène à leur découverte. Nous commençons au trésor de la cathédrale de Liège, puis nous nous rendrons de nouveau au laboratoire de physique atomique et nucléaire, et nous terminerons au CEDOPAL, où le service étudie depuis une 60aine d'années les papyrus grecs et latins. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous étudiez les minéraux Exactement. et on est ici
à côté d'une relique. Je n'ai jamais vu une relique aussi grande de toute ma vie, je crois. Oui, évidemment, c'est le buste reliquaire de Saint-Lambert qui contient le crâne du grand saint. Qu'est-ce qui vous intéresse sur cette relique dans votre étude, en fait? Moi, j'étudie les minéraux, donc ce qui m'intéresse, ce sont toutes les pierres qui ornent l'objet. Il y en a plus de 400. Parfois, ce sont des minéraux réels ou alors des verroteries qui ont été placées là. D'accord. C'est vraiment une analyse que vous avez faite avec l'université, hein, Oui, tout à fait. On a utilisé des méthodes transportables et non destructives afin d'analyser la composition chimique de cet objet. Est-ce que c'est le seul objet du trésor de Liège qui a... Non, bien sûr. On a commencé avant tout par l'étude d'une croix reliquaire à double traverse qui contient aussi pas mal de verroteries, mais quelques gemmes réelles. En quoi est-ce que c'est important pour votre analyse, tel ou tel gemme, du coup? Nous, ce qui est important, c'est d'essayer de déterminer la provenance de ces gemmes, parce que historiquement, eh bien, pour les historiens, les archéologues qui travaillent là-dessus, c'est très important de connaître la provenance pour retracer les routes commerciales et ce genre de choses. D'accord. Donc, c'est une analyse qui a duré quelques jours, c'est ça? Exactement, oui, 3-4 jours d'analyse. Mais il a fallu avant tout sortir le reliquaire de sa vitrine. D'accord, mais là, ici, on est dans un cadre exceptionnel. Tout ne se fait pas, j'imagine, vraiment sur le lieu des reliques ou de ce que Non, vous analysez. parfois on réalise également des analyses en laboratoire, mais je vais vous montrer ça. Parfait. Voilà, Frédéric, c'est ici qu'on analyse. En fait, c'est un peu le cœur, le centre névralgique de votre étude, elle est ici, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ici, dans ce cas-ci, eh bien, on travaille sur d'autres objets que sont les bijoux mérovingiens. Ils nous ont été prêtés par le Musée royal d'art et d'histoire à Bruxelles et on va analyser spécifiquement les grenats sur ces bijoux. D'accord. Alors justement, comment ça se passe? Comment vous analysez ça? Oui. Eh bien, ici, dans ce cas-ci, on a deux types d'analyses qui ont été appliquées. Si vous entendez le bruit ici, c'est lié au cyclotron qui se trouve derrière nous, qui est un accélérateur de particules. On envoie un faisceau sur l'échantillon pour analyser les éléments présents en très faible teneur. Et un autre instrument, c'est celui-ci, qui a un pistolet de fluorescence X qui, lui, est transportable. Donc on va pouvoir, grâce à lui, analyser des pièces. Par exemple, le buste de Saint-Lambert, on ne sait pas l'amener ici, on l'analyse sur place avec cet instrument. Et alors, le contenu de ce que vous analysez, les données, elles vont servir à quoi? Eh bien, ces analyses vont permettre principalement d'essayer d'identifier le type de grenat qu'il y a sur l'objet et aussi déterminer sa provenance, si c'est possible. D'accord. Quand est-ce qu'on utilise ça et quand est-ce qu'on utilise l'autre machine plus bruyante? Celui-ci, on l'utilise quand on a besoin d'analyser les objets sur place, quand on ne peut pas transporter les objets au laboratoire. Et l'autre, par contre, on l'utilise quand on a l'occasion de transporter les objets, comme ici dans le cas de ces bijoux qu'on a pu avoir. D'accord, donc la relique et la croix qu'on a vue au trésor de la cathédrale, c'était avec ça? Exactement. Ok, merci beaucoup. De rien. Bonjour Nathan. Bonjour. On est au CEDOPAL et vous êtes papyrologue. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Eh bien, au CEDOPAL, c'est un centre de recherche en papyrologie. Les papyrologues sont les chercheurs qui sont les spécialistes des écrits, les restes d'écrits qui nous sont parvenus de l'Antiquité et qui proviennent d'Égypte où le climat sec a favorisé leur conservation jusqu'à nous. Donc on retrouve tous les restes d'écrits de l'Antiquité, en grec, en latin, entre la conquête d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ et la conquête de l'Égypte par les Arabes au milieu du 7e siècle. Et du coup, ils arrivent dans cet état-là, tout beau, tout propre? Absolument pas. En général, ils arrivent sur un chantier de fouilles, ils sont sales, ils sont pliés, déchirés, et ainsi de suite. À charge pour le papyrologue de faire en sorte qu'il soit tout beau, tout propre, prêt à l'étude. Ça implique en fait des opérations de restauration, de dépoussiérage, de nettoyage, de dépliage, de séchage, de remise sous verre, d'aplatissement évidemment. Et c'est ce à quoi nous initions aussi nos étudiants d'histoire et de langue et lettres classiques ici au CEDOPAL. Ils ont l'occasion ici d'être confrontés directement à ces écrits anciens dans leur matérialité. Ils travaillent sur les originaux, ils vont mettre la main à la pâte et nous aider en fait à finalement présenter toute cette collection de manière la plus propre et la plus exploitable scientifiquement possible.
Merci beaucoup Nathan. Avec plaisir. Nous a rejoint en plateau Claudine Houbard. Claudine, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et historienne de l'art et votre domaine de recherche s'intéresse aux stratégies d'intervention sur le patrimoine et vous travaillez plus particulièrement sur le patrimoine bâti. Exactement. Et justement, dans votre domaine bien spécifique, quelles sont les relations entre recherche scientifique et histoire de l'art ? La recherche scientifique, au sens de la recherche scientifique sur les matériaux en laboratoire, tel qu'on a pu le voir dans les capsules, apporte énormément d'informations qui permettent véritablement d'aller plus loin dans la compréhension des techniques de construction, de l'histoire d'un bâtiment, d'un site, de la conception de son décor, aussi de son changement au cours du temps, parce qu'on voit souvent une œuvre d'art comme une œuvre d'art créée à un certain moment par un artiste, mais une œuvre d'art ou un bâtiment sont rarement des œuvres qui nous sont parvenues dans l'état dans lequel ils ont été conçus, construits. Et donc toutes ces recherches scientifiques, notamment les études stratigraphiques, la dendrochronologie, toutes ces techniques non invasives, permettent vraiment d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de toute la chronologie de la vie, de la biographie quelque part d'une œuvre d'art. Qu'est-ce que ça nous apprend, l'étude de ces objets ? Donc, dans le cadre des bijoux mérovingiens plus particulièrement, on travaille en fait sur une période de l'histoire où on est vraiment à la transition entre Antiquité et Moyen-Âge. C'est une période pour laquelle on a peu de sources écrites et donc qui fait suite à des mouvements de population aussi. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était une période très sombre, très noire, où les gens commençaient à se replier sur eux-mêmes, où il n'y avait plus d'échanges. C'est aussi une période qui est connue principalement via ces nécropoles, les sépultures, puisque en fait les populations se faisaient enterrer avec du mobilier, dont des bijoux. Et en cherchant un peu plus loin, en fait, en analysant les matériaux qui composent ces bijoux, on a pu démontrer que ces matériaux, ils pouvaient venir de loin, et même de très loin, puisque les grenats, ils viennent d'Inde et du Sri Lanka, à une période où on pensait tout contact longue distance état. Et donc là, on revoit complètement l'image qu'on pouvait avoir de cette civilisation qui était en fait bien plus ouverte et bien plus en échange que ce qui était précédemment pensé. Claudine, comment est-ce que la documentation scientifique devient un outil de décision ? On a beaucoup parlé ici de techniques non invasives. Par contre, dès qu'on parle de conservation et de restauration, mais il y a véritablement un acte qui est posé sur la matière d'une œuvre, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit une œuvre d'architecture. Ça veut dire qu'il faut vraiment être très très bien informé pour poser des gestes qu'on ne va pas regretter par la suite. Et donc, ces techniques-là permettent vraiment de fournir les données les plus précises possibles, sur base duquel il faut faire un choix. Je veux dire, les données en elles-mêmes n'induisent pas directement un choix. Le choix reste quand même dans la main du conservateur, du restaurateur ou du commanditaire éventuellement. Mais malgré tout, ça permet de faire des choix beaucoup mieux informés qu'on ne pouvait le faire par le passé. On va prendre un peu de hauteur en restant quand même les pieds sur terre. On vous explique tout de suite avec Fanny qui s'est rendue à la cathédrale Saint-Paul au cœur de la ville de Liège. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous ne passez pas inaperçu. C'est quoi concrètement ce que vous avez sur le dos ? Alors j'ai un instrument qui est un scanner laser 3D qui permet de faire des plans tridimensionnels des bâtiments dans lesquels on se situe. Oui, donc c'est ce que vous êtes en train de faire ici à la cathédrale en fait. Effectivement, donc je suis en train de mesurer l'ensemble de l'édifice en 3 dimensions pour permettre d'avoir un jeu de données qui servira à faire des plans, des cartes, pour connaître le bâtiment en termes d'historique, pour permettre aux personnes qui font l'étude dendrochronologique de mieux appréhender la charpente et pour aider les architectes dans leurs projets de conservation, de restauration. D'accord. Et alors justement, les données, elles vont servir à qui ? Alors elles vont servir aux architectes, aux historiens de l'art, aux archéologues et également par exemple les dendrochronologues. Dans le cas de l'édifice ici, nous avons réalisé l'ensemble du plan de la charpente qui leur permettent de localiser, de référencer l'ensemble des relevés qu'ils réalisent sur la charpente. Merci beaucoup Pierre. Évidemment, les dendrochronologues, on va voir exactement ce que c'est. Ça se passe au-dessus. Alors
Alors Vincent, vous ne me facilitez pas la tâche parce que vous êtes dendrochronologue, c'est ça? C'est bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dendrochronologue, c'est le spécialiste des cernes de croissance des arbres. Celui qui étudie les variations de croissance grâce aux cernes de croissance des arbres. Ici, on a la chance d'avoir cette charpente conservée depuis le Moyen-Âge, puisqu'ici, on est même dans la partie la plus ancienne du milieu du XIIIe siècle. Patrick Hofsumer, qui a commencé ses recherches dans les années 80, justement, a été le premier à dater cette charpente grâce à la dendrochronologie. Et l'étudier plus finement parce qu'il était également archéologue, à travers ses marques d'assemblage, ses typologies de construction et ces différentes choses. Et moi, j'ai repris ces travaux pour poser une nouvelle question et pour surtout retourner aux forêts ressources qui ont fourni ce bois d'œuvre pour cette cathédrale. D'accord. Alors, comment on étudie une charpente? C'est quoi votre job sur le terrain, en fait? Vous procédez comment? Nous, souvent, on carotte les arbres. Donc, on sert d'une perceuse sur laquelle on met une tarière qui est percée d'un trou au milieu et sur lequel on va extraire des sortes de petites carottes de bois et qui vont nous donner toute la croissance de l'arbre, en fait, sur un rayon de l'ensemble de la section de l'arbre. Ça sert à quoi, en fait, concrètement, ces analyses? La première étape d'une analyse dendrochronologique, c'est de dater à l'année près chaque cerne de croissance. Donc, c'est pour ça que c'est la méthode de datation la plus précise que l'on utilise en archéologie, puisque l'on date à l'année près, en fait. Donc, si un arbre a conservé tous ses cernes et son écorce, on va dater jusqu'à la saison près de l'abattage de l'arbre. D'accord. Si on a un ensemble d'arbres qui sont à la même date d'abattage, on va commencer à s'interroger sur la date de mise en place dans le bâtiment aussi. Et ainsi de suite pour reconstruire les étapes du chantier de construction. Donc ça, c'est, on va dire, c'est l'étape archéologique. Okay. Il y a aussi une histoire forestière, puisque tous ces arbres, en fait, ce sont des forêts du passé qui sont fossilisées, qui sont cristallisées dans ce lieu. Et moi, mon intérêt, c'était de retourner à ces forêts d'origine. C'est non seulement une question économique, puisque ici, on est face à une institution puissante au Moyen-Âge, le chapitre de Saint-Paul. Savoir, est-ce que le chapitre de Saint-Paul s'approvisionnait dans les forêts qui lui appartenaient? Est-ce qu'il faisait fonctionner un marché régional? Donc, est-ce qu'on pouvait avoir une économie de marché? Échangeait-il avec les autres chapitres canoniaux, comme celui de Sainte-Croix? Si on se souvient du fait que les cernes de croissance des arbres sont l'une des manières les plus précises de reconstruire le climat, de modéliser les climats aussi bien pour l'avenir que pour le passé, savoir exactement à quel endroit se situait une forêt, c'est aussi une manière d'aller reverser directement toutes ces données-là pour reconstruire précisément les climats du passé. Parfait. Merci Vincent. Nous a rejoint en plateau Pierre Allot, que vous venez de découvrir dans le reportage. Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre, on vient de le voir dans le reportage, beaucoup de données que vous récupérez justement avec ces relevés 3D. Que peut-on en déduire scientifiquement de tous ces relevés? Donc l'ensemble des données qu'on collecte au travers de ces outils forment effectivement des gros jeux de données. La plupart du temps, comme l'a dit Lynn, sous la forme de lasergrammétrie ou de photogrammétrie, on obtient des gros nuages de points. Donc une information qui à la base n'a pas beaucoup de connaissances. Et donc on essaye de transformer ces données, de les modéliser pour permettre d'avoir une bonne connaissance de la morphologie des bâtiments, de leur forme, de leurs différents éléments de structure. Et à partir de ces données, alors on va les exploiter pour fournir des plans, des élévations, des coupes à destination des archéologues, des architectes qui vont intervenir sur des bâtiments ou étudier un site. Et on va également utiliser ces données dans un cadre de médiation du patrimoine pour produire, par exemple, des sites web, des vidéos dans lesquelles on va présenter ces différents éléments. Et quand on étudie les matériaux, Pierre, j'imagine aussi, on pense aussi à la transmission de ce patrimoine. Un projet a été développé à l'Université de Liège justement pour cette transmission qui rassemble plein de techniques dont on a parlé aujourd'hui. C'est le projet PINK. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, donc le projet PINC, c'est la plateforme institutionnelle de médiation des collections numériques et numérisées. Donc au sein de l'université, il y a un ensemble de musées qui gravitent autour de l'université et plusieurs services de recherche sont dépositaires de collections historiques et archéologiques. Et la plupart des chercheurs aujourd'hui commencent à numériser ces objets en 3 dimensions, comme on a pu le voir dans les différents reportages, pour pouvoir localiser leurs différentes analyses et mieux comprendre ces différents éléments de patrimoine. Et donc l'objectif du projet PINC est de créer une base de données dans laquelle l'ensemble des chercheurs pourront déposer leurs différents objets pour un peu tous les structurer de la même façon et permettre de faire des questionnements sur ces données, des requêtes, pour pouvoir les classer également. Et l'objectif derrière cette base de données, lorsqu'elle sera complète, est de pouvoir proposer un ensemble d'outils de médiation pour diffuser ces collections vers les étudiants, vers le public de scientifiques et vers le grand public. Vous avez même un projet qui vise à restaurer des œuvres qui ont été détruites, notamment sur la bande de Gaza. Vous pouvez nous en parler aussi ? Exactement, donc c'est un projet pour lequel nous venons d'obtenir le financement avec Elise Franzen. L'objectif de collecter ces différentes données devrait permettre de reconstruire à tout le moins de façon virtuelle un ensemble d'éléments, d'édifices et de patrimoine qui sont détruits. Et dans le cadre du projet que nous avons sur Gaza, nous cherchons à reconstruire certains bâtiments de l'époque Mamelouk. Donc c'est une époque qui commence plus ou moins vers 1250, sur lequel beaucoup d'épigraphies, donc d'écritures en arabe, ont été apposées sur ces différents bâtiments. Toute la difficulté évidemment d'intervention sur ces lieux, sur ces sites, est que, voilà, évidemment, on ne peut pas à l'heure actuelle se rendre sur place pour réaliser différentes mesures. Et donc, on doit collecter un ensemble de sources historiques qui vont nous permettre de remodéliser, de parfois créer certaines hypothèses de restauration par rapport à ces différents édifices. Et on se réjouit de découvrir ces projets qui aboutiront bientôt. Merci. Labo 4, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à l'ensemble de nos invités sur le plateau, mais aussi dans les reportages de Fanny. Et quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain, toujours entourés de chercheurs de l'Université de Liège pour aborder un nouveau sujet. À bientôt sur 4.